Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. On est Mélanie et Amanda. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Banh Mi Podcast. Pour ce nouvel épisode un peu spécial car il sort la même semaine que la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, j'ai le plaisir de recevoir Amanda, la créatrice du compte Sororasi, et Mélanie, productrice et réalisatrice de podcasts multiculturels Melting Pot et Asiatitude. Salut Amanda, salut Mélanie, comment allez-vous ? Ça va très bien Linda. Salut Linda, on va très bien. Déjà, merci de me faire l'honneur d'être mes invités pour cet épisode qui rend hommage aux femmes. Et surtout, vous êtes deux femmes inspirantes liées à l'Asie. Alors Amanda et Mélanie, je vous ai connues en 2020 grâce à vos comptes Instagram Sororasi et Asiatitude. Sororasi est né en 2020, en avril, pendant le premier confinement. Ce qui a attiré mon attention, c'était ces posts que tu publiais. Un des premiers était avec des valeurs fortes qui avaient pour mots solidarité, bienveillance, optimisme, fierté, réflexion. Des posts aussi qui mettaient en lumière des femmes comme Xiang Jingyu, pionnière du mouvement des femmes en Chine. 2 mois après le lancement du compte, tu avais écrit: quand on a créé ce réseau, c'était pour se réapproprier de manière positive le terme réseau de femmes asiatiques sur Google. On avait une volonté de créer une sororité de femmes asiatiques en France. Objectif atteint. Le réseau prend un nouvel essor collectif et inclusif. Collectif car nous formons une sororité de femmes asiatiques pour mettre en relief des projets l'idée par des femmes asiatiques. Inclusif pour représenter toutes femmes asiatiques dans la diversité et pluralité. Voici quelques chiffres du réseau qui démontrent que l'union fait notre force. 600 abonnés de toutes les origines et parcours avec une majorité de femmes asiatiques francophones, des centaines d'échanges sincères avec des femmes et hommes authentiques, des centaines de messages de bienveillance et d'encouragement. Voilà. Et aujourd'hui, en mars 2021, tu as plus de 8000 abonnés. Tu as lancé ton site internet il y a quelques semaines. Et vous avez aussi créé avec Mélanie un podcast qui s'appelle Asiatitude. Donc en fait, Sororasi, c'est un réseau d'entraide de femmes et minorités de genre asiatique. Asiatitude, c'est aussi pour moi le premier podcast qui interroge les personnalités asiatiques. Avant que je lance le mien, Banh Mi Podcast. C'est un podcast participatif et inclusif qui a été lancé en octobre 2020. Donc du coup, par Mélanie et Amanda, ensemble. Ce sont des interviews de personnes et de personnalités asiatiques de France, d'hommes, de femmes, de minorités de genre asiatique. Et il y a aussi des hors-séries thématiques, dont le dernier épisode sur l'asioféminisme. C'est le collectif Spicy Devi que vous interviewez, qui est un collectif sud-asiatique décolonial. Tout à fait. C'est ça. Alors déjà, je voulais vous dire bravo, Amanda et Mélanie. Et merci pour ces belles initiatives et ces projets qui rassemblent et font écho chez beaucoup d'entre nous en fait. C'est aussi grâce à vous. Je pense que je me suis lancée dans l'écriture de mon blog Banh Mi Culture et du podcast du coup Banh Mi parce que vous avez en quelque sorte pour moi, quand je suis rentrée en 2020, ouvert la voie pour ceux qui se fermaient dans des croyances limitantes et j'en fais partie. D'être une femme et une femme asiatique qui ose s'exprimer et poser ses mots sur un blog ou sur un podcast avec d'autres personnes. Et donc du coup de pouvoir exprimer toutes ces choses-là. Donc merci à vous deux. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Amanda, je te laisse commencer. Déjà, merci beaucoup Linda de nous inviter. C'est vraiment un honneur de passer dans Banh Mi parce que c'est très qualitatif. Donc on vous recommande énormément. Donc merci. Merci à toi. Et du coup, je suis Amanda, j'ai 30 ans. Je suis chinoise, cambodgienne, thaïlandaise, plus de culture cambodgienne. Et je travaille en communication. J'ai une petite fille de 2 ans.
Et du coup, comme tu l'as très bien présenté, j'ai créé le compte Instagram Sororasi. Et donc, comme tu l'as encore très bien dit, c'est un réseau d'entraide, mais c'est plus qu'un réseau d'entraide de femmes et minorités de genre asiatiques. C'est également un projet artistique qui a réuni 150 femmes et minorités de genre. C'est également bientôt une association. C'est aussi la volonté de créer un média digital asio-féministe pour aborder des questions et des sujets qui nous concernent. Et il y a tout plein de projets aussi en cours de préparation. Oui, parce que Amanda est très productive. Et toi, Mélanie, alors? Moi, alors du coup, je suis Mélanie, comme tu l'as dit. J'ai 32 ans depuis pas très longtemps. Joyeux anniversaire! Merci. Je suis d'origine chinoise et vietnamienne. D'accord. Donc née en France. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, dans la vie, en plus du podcast, je travaille chez un hébergeur de podcast. Okay. Donc, je suis directrice du Customer Success chez Ocha. Okay. Et à côté de ça, du coup, je produis des podcasts, donc Melting Pot depuis 2018, plein d'autres podcasts, notamment Mira aussi, qui est un podcast multiculturel, et le petit dernier, qui est Asiatitude, dont on va parler aujourd'hui. Et qui est particulièrement ma fierté parce que c'est un sujet qui nous touche là tout autour de la table et qui est aussi le plus intime pour moi puisqu'il vient toucher à nos origines. Donc je produis, je réalise avec Amanda. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Comment tu t'es retrouvée dans le podcast? Parce que c'est assez récent quand même ce format. Oui, c'est vrai qu'en France, ça fait 2-3 ans que le podcast vraiment prend son essor. Et puis en plus, en 2020, avec le confinement et tout ce qu'on connaît du Covid, il y a eu un essor encore plus important. Donc c'est 2016-2017 vraiment le podcast en France et 2018-2020 le boom. Bon, je te fais une petite présentation. Mais moi, à la base, j'étais avocate, donc vraiment rien à voir. J'ai fait des études de droit, j'ai passé le barreau, je suis devenue avocate, j'ai exercé donc dans un cabinet parisien pendant 4 ans et demi. Et donc en tant qu'avocate de droit du travail, j'avais cette vie bien rangée. Et j'ai switché, comme on dit, pour le podcast. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que tu connais un peu ça parce que tu as aussi un changement de vie. Mais voilà, je me suis un petit peu explorée, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ok, du coup, t'as quitté ton travail et t'as fait une pause, c'est ça, pour voir ce que tu aimais faire? C'est ça, 1 an de pause et j'écoutais beaucoup de podcasts pour m'inspirer un peu à changer de vie. Et il se trouve que j'en ai créé un, Melting Pot, c'était le premier. Ok, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer un podcast? Ok, d'accord, tu en consommais, mais est-ce qu'il y a eu un déclic? Oui, en fait, j'en consommais et mon idée pendant cette pause d'1 an, c'était d'explorer toutes les possibilités d'expression. C'est-à-dire l'écriture, le dessin, la musique, la photo. Et le podcast, c'était pas du tout une idée, mais comme j'en consommais, je me suis dit, un podcast en plus. Mais vraiment, sans penser que j'allais travailler là-dedans. Ok. Et au final, en fait, ce qui m'a touchée, c'est de toucher d'autres personnes. Et donc, un média. Ok. Et donc, ça pouvait être n'importe quel autre média, mais le média de la voix réunissait un peu tout. Ça réunissait la musique, ça réunissait le journalisme, puisque tu vas interroger des personnes, ça réunit l'écriture parce que tu prépares en amont, donc tu connais bien ça maintenant. Et donc le podcast, voilà, ça réunit vraiment tous ces aspects-là. Plus tu peux donner ta propre patte, plus trouver un sens et choisir tes invités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très complet pour moi. Complètement, je te retrouve totalement dans ce que tu dis. Toi, Amanda, qu'est-ce qui a fait que tu as initié ce projet de Sororasi qui a grandi, grossi, fleuri, et qui a amené aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, maintenant il y a 150 personnes, 150 femmes. C'est ça, autour d'un projet artistique. Autour d'un projet artistique, c'est énorme. C'est énorme, oui. En fait, ce qui m'est arrivé, je pense, c'est que déjà, je me posais beaucoup de questions sur la question de la transmission envers ma fille, qui avait déjà 1 an. D'accord. Et j'ai vécu des épisodes de racisme en entreprise. Donc là, dans ton environnement où, soi-disant, tu n'as que tes compétences qui sont mises en avant. Mais là, avec le Covid, j'ai eu 4 réflexions de collègues, mais des réflexions ultra futiles. Mais c'est la première fois qu'on me faisait ce genre de réflexion du style « Est-ce que tu as le Covid ?» C'est trop... Ouais, c'était très déroutant. Et puis à la 3e personne, j'ai quand même dit « Par contre, je crois que c'est un petit peu raciste de faire ce recoupement. »
Ouais. Et aussi, j'avais aussi vécu en 2019, donc j'étais partie à participer à un congrès institutionnel un peu de féministes. J'ai participé à ça et ni dans l'audience et ni sur scène, je ne me voyais représenter. Que ce soit de ma classe sociale ou bien même physiquement, je voyais aucune personne qui pouvait me ressembler. Et donc, je me suis vraiment posé toutes ces questions et sachant que j'ai une fille, je me posais la question de l'intersection, c'est-à-dire le fait d'être une fille et asiatique. Et donc, à la base, en fait, ce qui est drôle, c'est que je voulais pas forcément créer quelque chose de spécifique aux femmes asiatiques. Je voulais réunir des femmes pour créer quelque chose de très, très, très empouvoirant. Mais au final, si je faisais ça, je trouvais que je faisais de l'agisme. C'est-à-dire que je prenais pas en compte certaines femmes d'un certain âge, par exemple. Je faisais également je trouvais que j'étais oppressive. Donc je me suis dit, bon, pour être légitime, peut-être qu'il faut revenir aux bases, c'est-à-dire à toi-même, être femme asiatique. Donc après, j'ai décliné quelque chose, un projet autour de ça. Et j'ai vraiment trouvé, du coup, des personnes chez qui ça résonnait. Et toi, Mélanie, je me souviens, tu étais une des personnes à me soutenir, donc c'était trop cool. J'avais à peine 3 abonnés. Et Mélanie était là, ah, mais sororité asiatique, j'ai jamais entendu ce terme-là, ce hashtag. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Instagram, les sororités asiatiques, il n'y en a pas des masses de hashtags. Donc, c'était nouveau, ouais. Ouais, c'est nouveau. Et je crois que c'était les premiers en fait, mots qu'on faisait. Et Mélanie, ça a été une des premières personnes à soutenir. Je ne sais pas si tu te rappelles notre première discussion qui était sur Instagram, mais je crois que tu m'avais mentionné. Tu avais mentionné Melting Pot et moi. Et du coup, on s'est parlé comme ça et tu m'as présenté l'idée de Sororazie. Et je me suis dit, mais ça a l'air évident. Ça a l'air évident d'avoir un réseau de femmes asiatiques. Mais pourquoi il en existe pas déjà? Et donc, je lui ai répondu, bah oui, je te soutiens à 100%. Je l'ai reposté un peu partout parce que j'ai plein de comptes Instagram différents. Et elle m'a dit, ah merci. Mais en fait, c'était tellement évident que je savais que ça allait résonner chez plein de monde. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. En fait, c'est vraiment drôle parce que moi, je l'ai fait parce que du coup, comme je t'ai dit, au début, c'était pas l'idée de départ. Et après, au final, j'ai regardé ce qui se faisait en réseau parce que je me suis dit, c'est impossible qu'il n'y ait aucun réseau, même d'entraide, d'une asso ou autre. Et peut-être que ça existe, mais du coup, j'étais pas... Moi, mon outil principal, c'est Google. Donc, j'ai tapé, d'ailleurs, c'était l'objet de mon premier post, où là, j'ai constaté qu'en fait, l'alternative ou la solution ou l'idée n'avait pas tellement émergé. Et pourtant, on connaît quand même des figures inspirantes asiatiques et des femmes. Oui. Et c'est pas pour autant qu'il y avait un collectif, visible et identifié. Oui, parce qu'il y a peut-être des femmes qui parlent dans des cercles privés, dans des associations, mais pas quelque chose de très visible, et puis aussi de notre génération. Et qui se revendiquent, comme telles aussi. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir se dire que quand il y a des choses qui n'existent pas, qu'on puisse les créer aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui pouvait nous freiner en fait avant, de se dire bon bah voilà, on va pas être validé par les gens qui sont au-dessus de nous, donc on va continuer à être discret, à faire nos choses dans notre coin. Et en fait, vous avez pris le pas de lancer ces initiatives. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre rencontre du coup et de ce projet Asiatitude que vous avez initié toutes les deux ensemble? Oui. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Je rebondis sur le fait de créer quelque chose sans validation. C'est vrai qu'on s'est justement posé cette question de la validation extérieure parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de créer quelque chose, un site internet, un compte Instagram, même un podcast, tu peux le mettre en ligne. Mais on se dit toujours qui je suis, est-ce que je suis légitime, Absolument. Est-ce que je suis la bonne personne, et qu'est-ce que j'ai à dire, etc. Mais au final, je pense que toutes les personnes qui font ça passe par une partie d'introspection avant pour se dire non c'est bon, je peux le faire et pourquoi je serais validée par quelqu'un et c'est peut-être pas un hasard aussi si on fait pas ça dans le cadre professionnel, on n'a pas besoin d'être validé par quelqu'un justement. Donc ça c'était une petite aparté. Ouais mais tu fais bien de le souligner. Et moi aussi j'avais eu ce problème là en fait quand j'ai commencé à écrire mon blog où j'ai dit je sais pas qui je suis pour qu'on me lise. Et en fait tout le monde tout le monde est légitime déjà pour parler de son histoire. C'est ça. Et c'est drôle parce que moi, c'est au bout de 400 abonnés où je me suis vraiment démotivée parce que peut-être que je fournissais beaucoup de stories, beaucoup de choses pour au final avoir
un petit ROI, tu vois, on réfléchit aussi de cette manière dans cette société. Et après, en discutant avec mon compagnon, et je me suis rassurée en me disant, oui, mais en fait, peut-être qu'on te fait croire que c'est pas valorisé parce qu'il n'y a pas d'argent derrière, tu vois, parce que c'est une communauté que tu lances de manière spontanée et sans financement ou sans penser à un financement derrière. Et vu qu'on est dans cette société ultra où il faut faire du ROI, retour sur investissement, voilà, tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup? Parce que tu fais tout le temps que tu y mets, toute l'énergie que tu y mets. Moi, j'ai découvert ce matin sur Apple Podcast, parce que j'utilise pas du tout Apple Podcast, je l'ai découvert sur mon ordi, enfin sur mon Mac, que j'avais des commentaires et je m'y attendais pas du tout en fait. La base dans le podcast. Mais ouais, mais tu sais que je suis en train de découvrir. Donc du coup, je savais pas que j'avais des commentaires sur Apple Podcast, donc trop bonne surprise. Génial. Et j'en avais 4, tu vois, mais j'étais trop contente. Mais c'est trop bien, c'est super. Mais donc oui, voilà, c'est ça, c'est que t'as cette culture du ROI, du quantitatif aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas valoriser justement le qualitatif et se dire que rien que les échanges que tu peux avoir avec une ou deux personnes, c'est déjà hyper enrichissant, nourrissant, ne serait-ce que pour la personne, mais vraiment pour toi aussi, tu vois, de partager quelque chose ensemble. Et oui, comme je me suis lancée dans ce truc-là, je comprends vachement. Je suis un peu aux prémices, mais ça me parle beaucoup. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez initié Asiatitude ? Oui. Du coup, ce que disait Amanda tout à l'heure, c'est qu'on s'est rencontrés sur Instagram via son compte Sororasi. Elle est venue en fait, je crois qu'on s'est parlé naturellement, je sais plus exactement comment, mais effectivement. Ouais, je pense que je t'ai posté en story et après, comme tu m'as reposté, du coup, ça a amené à une discussion. Ouais. Oui, donc, c'est souvent comme ça qu'on fait les rencontres d'ailleurs, maintenant dans la vie, quoi. C'est bien Instagram. Taguer les gens sur Instagram. C'est ça. Faites-vous des amis en taguant les gens. Ça crée des rencontres. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça que je vous ai connus aussi finalement. Oui. Amanda, le compte Sororasi, avait commencé à reposter mon podcast et tout, et j'étais là, oh merci, c'est trop gentil. Mon épisode n'est pas encore sorti, mais merci. Ça donne la force. Merci de donner la force. Ouais, c'est ça. Et taguer, c'est la nouvelle rencontre. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ça. Amanda m'avait tagué et donc j'ai initié une conversation pour la remercier et puis pour comprendre ce que c'était que Sororasi. Et donc là, on avait échangé, mais vraiment sur Sororasi, l'idée du réseau, etc. Et je pense que c'est plusieurs semaines après, peut-être, on était restés en contact, où elle est venue me voir, enfin, quand je dis elle est venue me voir sur Instagram toujours, et elle m'a expliqué qu'elle avait un projet de podcast. Enfin, je crois qu'elle avait même pas dit projet de podcast, elle a dit j'ai un projet pour toi. Le projet de podcast, c'est vrai que j'étais venue voir Mélanie, mais juste parce que ce serait cool d'avoir un projet où on entendait des personnalités asiatiques. Et du coup, je crois que je t'ai contacté une semaine, et une semaine plus tard, j'avais le PowerPoint qui était fait. C'est clair. Ah ouais, t'étais déter, quoi. Amanda, elle m'a dit, est-ce qu'on peut le lancer la semaine prochaine ? Et j'étais là. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte, l'autre folle ? Non, mais j'ai dû te calmer. Hein. Elle m'a calmé fois 1000. Ouais, c'était plusieurs mois plus tard, parce que je crois que c'était genre en juin. Et en fait, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien le lancer en juillet, comme ça les gens vont l'écouter pendant les vacances. Ah non, alors non. Et en fait, voilà, on en a discuté à ce moment-là. À l'époque, j'étais entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, je suis salariée chez Ocha, mais à l'époque, j'étais formatrice podcast. Donc en fait, au début, elle m'a demandé, est-ce que tu me ferais une formation podcast ? Et en fait, le sujet me touchait tellement que je lui ai dit, non, là, je préfère, si tu veux, hein, je lui ai pas dit non, comme ça, mais je te propose de pas juste te former et que tu me payes ma formation classique, mais je te forme, tu me payes pas. Par contre, je produis le podcast. Ça veut dire que là, je vais vraiment m'engager, moi, financièrement, etc., dans la ligne éditoriale, etc. Enfin, vraiment, c'est plus son projet qu'elle va mener après que j'ai formé sur le montage et toutes les étapes. Mais c'est vraiment notre projet à toutes les deux. Et dans ce cas-là, on va parler de quelle est la ligne éditoriale, quels sont les invités. Le choix de tout ça. Que vous construisez ensemble, en fait. Et surtout, quel est l'objectif, en fait. Mais il fallait être vraiment aligné là-dessus. Parce que
un podcast, ça peut être sur un thème et on peut aimer le même thème, mais pas avoir la même idée de message. La même tonalité ou quoi que ce soit, ouais, exactement. Ouais, et moi, c'était une aubaine parce que du coup, comme tu es une professionnelle dans ça depuis X années, ça a fait ses preuves avec Melting Pot. Et puis voilà, tu travaillais justement, tu étais spécialisée dans ça. Moi, j'étais ultra contente. Enfin, je l'ai vraiment pris comme une chance. Tant mieux, ça fait plaisir. C'est des belles rencontres, non, c'est vrai, hein, ouais. Très belles rencontres. Et du coup, est découlé de ça l'idée d'Asiatitude. Je crois que très vite, on a trouvé le nom. Et on s'est dit aussi très vite, je ne sais pas si c'était ta question parce que je développe un petit peu, mais qu'on voulait inclure aussi tout le monde. Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on va faire un podcast Sororazie sur les femmes et les minorités de genre asiatiques ou un podcast asiatique avec les hommes aussi. Et c'est vrai que c'était une question quand même qui restait un moment, parce que c'était quand même deux sujets différents. Et même la question de la légitimité aussi. T'es une femme, enfin on est une équipe de femmes, mais ouais, est-ce que ce serait intéressant d'écouter, d'entendre et d'interroger des personnalités des hommes ou des personnes non binaires. Et en fait, oui, t'es obligé, je pense, pour présenter toute une diversité d'opinions, de personnalités. Je pense que ça aurait eu du sens de faire un podcast Sororazie. Mais là, en fait, il y avait tellement rien. C'est-à-dire qu'un podcast sur des personnes asiatiques en France, il y en avait 0. Ouais. Et donc, Asiatitude, c'est vraiment le premier. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Ouais, je te confirme, on avait cherché et on s'était dit, il va y avoir un manque en fait pour les hommes et on n'a pas envie de les exclure, on voulait être inclusive. Donc si on ne représente même pas les hommes alors que déjà dans la population asiatique on n'est pas très visible, ça va être encore pire pour eux et donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire hommes, femmes, minorités de genre, vraiment tout le monde, tous les âges et aussi pas forcément que des personnalités super connues, mais des personnes connues et des personnes qui n'ont pas forcément de notoriété parce que tout le monde a une histoire et des parcours et des témoignages intéressants et donc c'était vraiment ça la ligne éditoriale. Okay. Et par contre, aux États-Unis, il existe énormément de podcasts différents sur plein de sujets. Mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, incroyable. Moi, j'étais hyper étonnée qu'il n'existe rien en France, en fait. En fait, moi, l'histoire, c'est que je suis revenue en France. Je vivais 8 ans en Asie. Quand tu es en Asie, que tu dis que tu viens de France, tout le monde connaît la France. Oui. Et quand tu reviens en France et que tu dis que tu as été en Asie dans tel ou tel ou tel pays, ils connaissent pas. Ils connaissent la Chine, le Vietnam, le Japon. Le reste, pas trop, tu vois. Et donc, j'ai trouvé ça dommage, en fait, qu'on puisse pas... que le continent asiatique soit grand. C'est une croissance économique de fou. C'est le continent qui a réussi à se remettre du Covid le plus rapidement. Pourquoi en France on n'a pas cette connaissance de l'Asie? Pourquoi on n'a pas cette connaissance des héritages asiatiques, des migrations asiatiques en France, alors qu'on est plus de 2 millions de personnes? Et surtout que la France est liée historiquement à l'Indochine. Mais tout à fait. Et il y a dans les médias généralistes, on ne traite pas de l'Asie. C'est très bizarre. Et cette année, c'était vraiment la preuve, quoi, parce que quand on parlait de l'Asie, c'était pour parler des gens qui se faisaient tabasser. Et pourquoi on ne parle pas d'autre chose que ça? Choses positives. Des choses positives, en fait, oui. Des choses qui enrichissent, en fait, les Français de nos héritages, de ce qui se passe en Asie, de ce qui se passe dans nos familles, etc. Donc, il y a des explications, forcément, sociologiques, culturelles, etc. Et puis c'est dû... Je pense que je suis pas sociologue, mais il y a plein de choses, notamment sur le colonialisme et le néocolonialisme, l'héritage aussi, les liens qu'on a avec l'Asie et la France, et les liens, que ce soit l'Asie, mais aussi le Maghreb, l'Afrique en général. Je pense que l'Asie n'est pas mise en valeur, mais les autres cultures non plus, surtout celles qui ont été colonisées. Et quoique, elle peut être mise en avant sur... tu vois beaucoup de salons où ça parle de food coréenne, ça parle de manga. Donc ça, c'est un choix, c'est un parti pris de certains organisateurs. Donc on parle d'Asie, mais c'est un Asie mystique, tu vois. C'est un Asie aussi qu'on imagine de cette manière très Asie de l'Est, très japonisant ou chinois. Mais est-ce que c'est pas aussi un Asie un peu fantasmé quelque part? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Avec Asiatitude, vous avez sorti un épisode hors série thématique sur le racisme anti-asiatique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'était le premier hors-série d'Asiatitude, qui était donc consacré au racisme contre les personnes asiatiquetées. Donc on dit plus couramment le racisme anti-asiatique.
Et on a invité, en fait, c'était une table ronde, un format table ronde, plusieurs personnes qui sont assez engagées sur le sujet, avec des profils différents. Donc je pense que Amanda, tu pourras en parler plus précisément. Oui, tu avais Lou de la charge raciale qui discute de cette charge raciale et qui déconstruit toutes les questions antiracistes. Tu as Zoui de Alia Express qui, à travers son art drag queen, milite pour déconstruire aussi ces clichés. Tu as encore toi, Kevin, qui est une réalisatrice et qui réalise un travail photographique incroyable. Tu avais aussi Lutte de la minorité asiatique qui définit et qui décortique aussi ces systèmes-là. Et tu avais... Et il y avait Charline du compte Instagram Mon Fils en Rose qui parle d'éducation non genrée. Donc ils sont tous et toutes très engagés sur les sujets du racisme avec leur vécu différent, puisqu'ils ont des profils très très différents. Et donc on leur a fait échanger autour de plusieurs sujets pour non seulement éduquer... Éduquer, c'est pas toujours bien vu comme terme, mais c'était vraiment ça, c'était faire de la pédagogie sans condescendance, sans agressivité non plus, mais juste parler de pouvoir du transmettre racisme, des choses, du vécu, qu'est-ce que c'est exactement ces actes de racisme contre les personnes asiatiques, comment on le définit, quelles sont les conséquences sur les personnes, sur leur vécu, quelles sont les conséquences des microagressions, faire comprendre aux personnes qui sont asiatiques, parce qu'elles ne sont pas forcément déconstruites, mais aussi aux personnes qui ne sont pas asiatiques, des conséquences en fait de leurs petites remarques, de ce que ça peut faire sur la vie d'une personne, sur sa confiance en soi, sur ça aussi comment elle perçoit son identité, parce que quand tu es mélangé à un préjugé, tu sais même plus qui tu es. Donc on a voulu parler de tout ça, et puis aussi le mythe de la minorité modèle. De la fétichisation, tous ces termes en fait qui sont utilisés et qu'on définit mais très très difficilement, et là on a tout décortiqué dans cet épisode. Donc c'est un épisode à consommer et à partager sans modération. Je vous invite du coup à aller sur le podcast d'Asiatitude et d'écouter les épisodes d'Asiatitude, mais en particulier celui-là si vous êtes sensible au racisme anti-asiatique, asiaticté. Merci. Une partie de la communauté asiatique a été la cible de propos et d'actes racistes en France. Est-ce que vous avez subi ces actes-là? Toi, tu en as parlé tout à l'heure, Amanda, dans ton entreprise où ça a été raciste en fait. Toi, Mélanie, est-ce que tu as vécu ça cette année? Cette année, pas particulièrement. Mais c'est vrai que si on parle des actes racistes en général, si tu m'avais demandé ça il y a 2 ans, j'aurais dit non, j'ai jamais vécu de racisme, franchement je suis chanceuse, mais en fait quand tu essayes de déconstruire un peu tes vécus, du racisme t'en as tout le temps en fait, dès l'enfance, les shintok dans la cour de récréation, pendant l'adolescence, la fétichisation quand t'essayes même pas de draguer parce que t'as pas confiance en toi, mais des personnes qui te disent tu me plais parce que t'es asiatique et c'est joli, les yeux bridés, etc. C'est un peu raciste. Quand t'es adulte, le fait d'être la seule asiatique dans un groupe de personnes, souvent quand tu as des postes en grande entreprise, haut placé, etc., t'es la seule, et on va te faire des blagues, tu me fais des nems ce week-end, c'est pas grand chose, mais finalement bout à bout et moi dernièrement la petite anecdote, donc ça c'était pendant 2020 là, en entreprise, et les gens savent aussi que j'ai lancé, certaines personnes savent, parce que c'est quelque chose aussi que je ne dis pas haut et fort, et justement je commande, parce que j'organise aussi des événements, et je commande quelque chose de vietnamien en fait, je commande Banoi, c'est ça, et je commande ça, et ce qu'on me dit c'est oh là là Amanda, tu les as préparés chez toi et tout avant de venir, et genre si j'avais ramené un sandwich, mais j'aurais eu aucune réflexion, mais là parce que on peut se le permettre, parce que c'est gentillet, mais genre c'était la gênance totale, comme si t'es un responsable, déjà t'es sidéré, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, et après tu réponds comme tu peux, mais t'es tellement choqué de ce qui vient de se passer, et puis personne n'est conscientisé là-dessus, tout le monde ricane.
Quand tu es seul, tu es vraiment seul face à ce genre de situation, des micro-agressions. C'est même pas des micro-agressions parce que c'est très violent. Moi, j'ai tendance à en faire plus quand on me dit des choses comme ça. Genre, oui, c'est toi qui l'as préparé. Bah oui, j'ai mon atelier chez moi avec mes cousins qui font des raviolis et puis à côté, d'autres cousines qui font des ballons de basket. Enfin, tu vois. Ouais, t'as raison, t'exagères. Parce qu'en fait... et puis dans la cave, il y a les couturiers. Oui, voilà. Et parfois, faut... Ça dépend avec qui que tu peux exagérer, je pense. Ça dépend avec qui, mais c'est tellement ridicule, en fait. Et ce genre de réflexion qu'en fait, tu veux exacerber ce côté absurde. Mais je pense que, en entreprise, de toute façon, tu portes un masque, clairement, pour te protéger. Mais bien sûr. Et tu te sens encore plus mal quand tu réagis pas, mais souvent tu ne réagis pas. Et le pire, c'est que du coup, ça reste derrière. T'as tous ces questionnements, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et donc de se retrouver aussi entre personnes asiatiques, ça permet d'en parler. Mais pour revenir à ta question, parce qu'on fait un petit détour, c'est vrai que là on parle de micro-agressions, même si c'est violent, mais il y a des personnes qui ont vraiment vécu des agressions physiques, des agressions graves. C'était très grave, ouais. Et c'est là que c'est choquant. Et du coup, de se faire tabasser en 2020 juste parce que tu es asiatique, c'est alarmant, honteux, triste, absurde. Tout ça à la fois. C'est absurde. Je viens de me rappeler que j'en ai vécu par rapport au Covid. Ah, d'accord. Mais tu vois, il faut juste réfléchir 2 secondes. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas aussi grave que des agressions physiques, mais dans les transports, les gens qui s'écartent. Les gens qui s'écartent, surtout au début. Au tout début, parce qu'aujourd'hui, tout le monde porte un masque, c'est généralisé que le Covid, c'est grave, et voilà, tout le monde porte un masque et se protège. Mais au tout début, janvier-février 2020... Oui, je me rappelle, j'avais des amis qui m'en parlaient aussi. Dans le train, les gens qui sortaient du bus. Moi, j'ai un ami... s'éloignaient de toi. Et ça, c'est la violence quand même, la violence silencieuse. Au début, t'es pas sûr. Puis tu regardes la personne qui s'en va, et tu vois d'autres personnes qui s'en vont, et tu te dis « Ah non, c'est vraiment moi, c'est moi qui pue, quoi. » Il y a un problème. Et là, tu te sens mal parce que c'est juste toi, ton existence, ta personne, ton identité, qui est cataloguée. Et ça, clairement, c'est la définition du racisme. Pour ta couleur de peau, ton origine. Donc ça, ouais. Par quels moyens, aujourd'hui, on peut faire appel ou dénoncer ces actes racistes quand on est français ? Sur les réseaux sociaux, là tu peux taguer, mentionner des comptes qui justement militent et visibilisent ce racisme. Donc Stop Asiaphobie 2, Collectif Asiatique Antiraciste. Tu as la JCF qui accompagne un peu plus loin les victimes d'agression. C'est quoi la JCF ? C'est l'association des jeunes chinois de France. D'accord. Ils font également des ateliers de sensibilisation, ils accompagnent les victimes, donc ils ont tout un dispositif là-dessus. Et il y a également la plateforme Pharos pour dénoncer aussi toutes ces dérives sur les réseaux sociaux, l'appel à la haine. Et on connaît également toutes les associations antiracistes comme SOS Racisme qui accompagnent. Toi, Amanda, sur ton compte, sur le site internet Sororasi, tu as écrit ces mots. C'est en googlant le terme réseau de femmes asiatiques qu'on découvre avec stupeur qu'aucun réseau d'entraide de femmes asiatiques et minorités de genre existe en France. Les seuls réseaux de femmes asiatiques sont liés aux sites de rencontres et aux sites pornographiques. Pourquoi, à votre avis, il n'y a jamais eu auparavant de sororité asiatique en France, Mélanie et Amanda ? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de sororité, mais en tout cas de réseau de femmes asiatiques en particulier. À mon avis, mais c'est qu'une théorie, c'est dû au fait que en France, c'est pas très bien vu le communautarisme. Donc, je mets ça avec des guillemets parce que justement ce mot-là, il est péjoratif, et que la communauté asiatique est vue comme communautariste. Et du coup, des personnes qui veulent se réunir, s'organiser avec comme seul point commun leurs origines asiatiques. Ça vient pas à l'idée naturellement. La deuxième chose, je pense, c'est qu'en France, j'ai vu ça aussi beaucoup avec les invités de Melting Pot, c'est qu'on a cette culture de l'assimilation, l'intégration. La différence, si vous la connaissez pas, vous pouvez lire un petit post de Sororasi, on explique bien ça. Et du coup, on se sent tous français, et donc on va pas se réunir autour de une autre origine, on va plutôt se réunir autour des idées du féminisme, des idées de l'écologie, etc. Et donc il y a des réseaux de femmes, mais il n'y a pas forcément de réseau de femmes
spécifiques aux Asiatiques. Et par contre, tu vois, il y a pas mal de collectifs, comme Moissy Collectif, ça c'est des afroféministes par exemple, qui se revendiquent. T'as d'autres comptes très développés, l'idée par des femmes noires françaises. Et c'est vrai que un réseau qui regroupe plein de femmes asiatiques, pour le moment, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez déjà fait partie de réseaux d'entraide de femmes qui ne soient pas asiatiques ? Oui, de mon côté, j'adhère au réseau de femmes de mon entreprise, mais je m'y reconnais absolument pas, ni dans la direction, ni dans les sujets abordés. C'est pas des sujets qui me concernent. Moi, pour ma part, j'ai fait partie de French Curiosity Club. Donc c'est un club de femmes, toutes les femmes, qui est réuni autour de la curiosité. Et en fait, c'est une sorte de groupe qui organise tous les mois, alors qui organisait, parce qu'en ce moment il n'y a plus trop d'événements, mais qui organisait des talks, comme des TED Talks, autour d'une personnalité féminine inspirante. Et donc je m'occupais des podcasts, mais avant ça, j'étais juste une personne du public et j'assistais à ça et je trouvais ça très empouvoirant, comme on dit maintenant. Mais ça donnait beaucoup de force de se retrouver qu'avec des femmes. Ça donne une autre aussi atmosphère d'échange et de sororité. J'étais très éloignée de ça avant, en fait. Et pendant le confinement, j'ai participé à des cercles de femmes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est des cercles en fait où on se retrouve contre femmes et en fait on est là pour déposer un peu ses émotions, ce qu'on ressent, etc. Et c'est vrai qu'avoir ce lien de femmes, on se sent plus libre, plus soutenu. Alors que moi à la base je suis beaucoup plus, dans mes amis je suis beaucoup plus avec des garçons, mais c'est vrai que cette vraiment une solidarité qui se crée parce qu'on se comprend quelque part. Et moi je dirais un peu plus loin, donc c'est des cercles où tu te sens en sécurité, en non-mixité. Oui. Et quand tu es avec des personnes racisées, ça va encore plus loin parce qu'on aborde des choses sans filtre. Et en se disant que les personnes qui sont racisées ont vécu ces expériences-là et ne vont pas les nier en me gaslightant. Ouais, on a le même référentiel, enfin on se ressemble et on se rapproche encore plus en fait de ce qu'on est. Donc bravo pour Sororasi, et je ne l'ai pas mentionné Mélanie, mais toi tu es aussi contributrice pour Sororasi, et là aujourd'hui combien de personnes autour de ce projet-là, Sororasi ? Ouais, une quinzaine. On est une quinzaine. D'accord. Et c'est un appel vraiment via les réseaux sociaux ? Ouais, bénévoles et via les réseaux sociaux, de personnes ultra volontaires, ultra solidaires. Et ça fait vraiment du bien quand il nous arrive des petites choses sur les réseaux sociaux où on est attaqué par des masculinistes ou autres, ou des racistes. Mais ça aide en fait de se sentir qu'on n'est pas seul pour tout simplement répartir la charge raciale et voilà, qu'on peut porter. En fait, je faisais partie aussi d'autres réseaux de femmes. C'est marrant parce que quand tu me poses la question, je me dis non, j'en connais pas. Et en fait, quand je réfléchis un petit peu, je suis sur plein de groupes Facebook, notamment les mompreneurs, les talenty girls, c'est des slasheuses qui font un métier le jour et un autre le week-end ou le soir. Okay. Et je fais aussi partie de groupes WhatsApp. Et il y en a un notamment qui est composé de femmes asiatiques, mais qui s'est fait... Alors, je ne sais pas exactement comment il s'est créé, puisque je ne suis pas à l'initiative, mais j'ai été intégrée parce que j'ai rencontré notamment Keilam, qui est une illustratrice d'origine chinoise, mais française. Et donc, il n'y a que des femmes asiatiques dans ce groupe WhatsApp qui est devenu un groupe Slack. Et c'est pareil, il y a une sororité, mais c'est vrai que c'est un peu différent de Sororasi, qui a une plus grande portée et beaucoup de plus d'échanges et aussi plus d'engagement, je trouve, chez Sororasi. Qu'est-ce que le féminisme en 2021 ? Très bonne question. Très grande question. C'est clair. Le féminisme, pour moi, en 2021, il est intersectionnel. Il prend en compte toutes les expériences d'oppression que les femmes et minorités de genre peuvent subir. Donc, il inclut les personnes non-binaires, les personnes queer, en fait. Donc, c'est un terme qui se doit d'être parapluie en regroupant tout type de féminisme. Ça comprend également aussi les travailleuses du sexe, ça comprend les personnes qui sont porteuses d'un handicap, ça comprend
tout en fait, tous les oppressions que les personnes identifiées comme femmes ou se revendiquent comme femmes ou personnes non binaires peuvent subir. Je ne sais pas si je dirais mieux que toi, Amanda, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je dirais féminisme multiculturel, si ça peut se dire, parce que justement, que ce soit avec Sororasi ou d'autres initiatives afroféministes ou autres, on prend en compte en fait la racisation de la personne. Donc ça, c'est hyper important. Mais aussi l'inclusivité de manière générale. Donc je pense que le féminisme, il faut vraiment que ce soit... Et puis solidaire entre les différentes cultures. Enfin, je dis culture, c'est des personnes qui sont toutes françaises, mais solidaire entre les différentes cultures des personnes, parce que des fois, on n'est pas assez solidaire. Donc je rajouterais ça. Donc au-delà d'être intersectionnel, c'est aussi la bienveillance, je pense, quand on parle de féminisme à l'heure actuelle. C'est-à-dire que tu as une opinion différente de moi, une expérience qui est différente de moi, je la prends en compte et je suis alliée de ce que tu peux vivre, des expériences que tu peux vivre. Ouais, moi je trouve qu'il y a ça me fait penser en fait à un compte Instagram que je trouve formidable sur... ça n'a rien à voir là avec la racisation, etc. Mais c'est du féminisme. Le désir ou le non-désir d'avoir un enfant. Le fait... alors je dis ça parce Tant que je serai noire. Oui, c'est Tsipora. Tsipora, il y a plein de comptes sur le sujet maintenant de plus en plus. Et je trouve ça bien que les personnes qui en veulent respectent les personnes qui en veulent pas. Celles qui en veulent pas respectent les personnes qui en veulent. Parce qu'il y a ces préjugés autour de presque de la valeur de la personne de devenir mère ou pas. Et donc je fais ce parallèle parce que pour moi c'est un peu la même chose. C'est qu'on est dans des mondes différents, mais toutes des femmes, et on se respecte. Et... c'est pas encore gagné. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de le souligner et je pense que dans le féminisme intersectionnel, que ce soit asiatique, afroféminisme, on est un peu sur le même type de sujet. Respecter tout le monde. Ouais, développer, nourrir l'empathie. Tout simplement, respecter le choix des gens aussi de ce qu'ils veulent faire. Même si on se projette pas dans cette situation-là. Tout à fait. Banmi, c'est le podcast qui met en lumière des parcours inspirants qui sont liés à l'Asie. Dans quelle mesure vous êtes rattachée à l'Asie, Mélanie et Amanda ? Alors, dans sur beaucoup de pans de ma vie. Donc, premièrement, mes origines que j'essaye de creuser de plus en plus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Pendant longtemps, je me suis juste dit française, presque je me voyais blonde dans le miroir. Donc, aujourd'hui, j'essaye de me reconnecter justement à cette part asiatique de ma propre identité. C'est pour moi, mais aussi parce que j'ai un fils aujourd'hui et j'aimerais lui transmettre cette part. Oui. Et quand on ne la connaît pas soi-même, c'est difficile de la transmettre. Tout à fait. Surtout qu'il est métis et donc ça sera plus difficile, comme il vit en France, de côtoyer cette culture. Donc c'est un peu ma responsabilité. Donc je suis liée à l'Asie dans l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire il faut que je m'y reconnecte, moi, mon identité, la culture, les valeurs, que je la transmette. Mais aussi du coup dans mes activités professionnelles et extra-professionnelles, avec Asiatitude, avec Mira Podcast. Alors j'en ai pas parlé, mais Mira Podcast, c'est aussi un podcast qui est lié à l'Asie, puisque c'est une fiction qui raconte, qui est basée sur l'histoire de ma famille d'Asie en France. Trop bien. C'est toi qui l'as écrite, du coup, cette fiction. Ouais. Super. Ouais, et traduite en plusieurs langues. Et traduite en 3 langues, en 4 langues. Enfin, traduite en 3 langues, du coup ça fait 4 avec le français. Et donc c'est une grande fierté parce qu'elle est sortie en français, en anglais, en espagnol et en chinois mandarin. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui a pu l'écouter à travers le monde. C'est une belle empreinte que tu laisses, en tout cas, à ton fils. Oui, à mon fils. Et puis, en fait, et aussi peut-être à tes parents. Mes parents. Ouais. C'était pour mes parents. Et donc, mon lien à l'Asie, il est forcément à travers ce que je vais transmettre à mon fils, mais à travers mes racines, qui sont mes 2 parents. Et en fait, il y a un épisode sur mon père, un épisode sur ma mère. Et c'est comme un héritage, enfin, c'est un héritage que j'ai souhaité mettre en avant. Et comme tu dis, c'est une empreinte. En fait, je voulais vraiment qu'il existe quelque part, que cette histoire d'immigration soit partagée et à travers
que ce soit un podcast ou un livre. Au début, je pensais faire un roman, c'est devenu un podcast. Mais c'est les racines et la transmission. Et du coup, pour moi, c'est ça le lien à l'Asie que j'ai. Et puis, si on parle juste de choses un peu plus quotidiennes, la nourriture, bien sûr. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après. Ça s'appelle pas Banh Mi pour rien. Ouais, j'adore le nom du podcast d'ailleurs, Banh Mi. Et Mélanie, comment ont réagi tes parents face au podcast qui parlait de leur histoire? Ça devait être fort, non? Ouais, j'avais très peur de ça. Enfin, j'avais peur et en même temps, j'avais hâte de savoir. J'avais peur et en même temps, j'avais hâte de connaître leur réaction. Parce que c'est quand même très lourd comme responsabilité de raconter leur histoire, sachant que j'ai pas pu tout raconter. Et puis, c'était une fiction, donc j'ai romancé certaines parties. Oui. Et en fait, dans ma famille, et puis, alors je généralise pas, mais en tout cas dans ma famille, on est très pudique, on se dit pas les choses, et là je disais quand même, je parlais à la première personne, et je racontais l'histoire de ma mère, presque, voilà, avec beaucoup d'émotions, et en racontant chaque étape, notamment quand elle a fui le pays, et quand elle est arrivée en France, j'ai imaginé, en fait, ses réactions quand elle est arrivée en France en étant perdue, enfin, c'était vraiment très 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 intime. Et en fait, j'étais pas... je te disais avant d'enregistrer, mes parents, ma mère habite en Thaïlande aujourd'hui, elle est expatriée. Et donc, j'étais pas avec elle quand le podcast est sorti. Par contre, mon beau-père l'a filmé quand elle a écouté le premier épisode. Et donc, je la vois en train d'écouter. Et en fait, elle sourit, mais sans réaction. Et ensuite, je la vois réappuyer. Et donc, elle l'a écouté en boucle pendant toute la journée. Et en fait, elle m'a rien dit. Je savais pas trop si elle était vexée ou si elle était émue. Et le lendemain, comme on a un décalage horaire, elle m'a écrit pendant la nuit, je pense par pudeur pour que je ne réponde pas tout de suite. Et elle m'a écrit, je crois qu'elle m'a écrit en vietnamien, ce qu'elle ne fait jamais. Hein. On parle pas vietnamien entre nous, on parle français. Mais là, je pense que comme elle était émue et touchée, elle a écrit en vietnamien « Je suis fière de toi, ma fille ». Ça m'émeut du coup. On va tous y aller. Voilà. Bravo Linda. Elle m'a dit je suis fière que tu aies raconté notre histoire. Et du coup, je pense qu'elle était émue. Et puis après, voilà, elle était obligée, je pense, de reprendre un petit peu de reprendre un peu ses esprits. Et elle m'a dit, mais quand même, sur cette phrase, t'aurais pu le dire comme ci, comme ça. Et puis quand j'ai fait ça, je sais pas si t'aurais pu l'écrire comme ça. Donc, voilà, comme ça, j'étais pas obligée de répondre que sur ces mots-là, je pense. Ouais. Et donc le lendemain, je lui ai dit, merci beaucoup. Je suis contente que c'était plu. Et je sais, en ayant parlé du coup avec mon beau-père qui habite avec elle, qu'elle l'a écouté pratiquement tous les jours, les jours ensuite. Et elle m'a envoyé des messages en me disant ah oui, ce détail-là, je m'en souvenais plus parce que tu l'as raconté. Mais en fait, avant d'écrire la fiction, je l'ai interviewée, sans qu'elle s'en rende trop compte, mais je lui ai posé plein de questions sur sa vie, en fait, et différentes parties de sa vie, enfance, adolescence, arrivée en France, etc. Et donc, ça lui a ravivé des souvenirs dont elle se souvenait plus. Donc, je pense qu'elle était très contente et que ça pose ça dans le marbre, gravé dans la roche, comme on dit. Et mon père, enfin, comme on dit, c'est la référence de rap, si vous l'avez. 113. Non, c'est Sniper, non? Ah, c'est Sniper, putain, mais je dis n'importe quoi. Parce que hier, on parlait du 113, du coup, ouais, bon, bref. Ah non, mais attends, est-ce que c'est Sniper? Si, c'est ça. Hein, c'est Sniper, ouais. Et mon père, alors pour le coup, il m'a rien dit. Je sais qu'il a mon père est chauffeur de taxi. Je sais qu'il l'a écouté. Mais lui, il m'a juste dit ah, t'as raconté ma vie. Ils sont très factuels, les parents. Ouais. Pudiques. Ouais. C'est très... Et tu vois, quand ça a un trait à l'émotion, ils vont rester silencieux et ils vont essayer de trouver quelque chose à dire, en fait, pour pas que l'émotion prenne le dessus. Et au jour d'aujourd'hui, c'est c'est le seul commentaire que j'ai eu, mais je sais qu'il est content parce que
C'était un long cheminement, alors je peux pas déblatérer pendant 3 heures, sinon t'en auras pour trop longtemps, mais entre avocate et créer des podcasts, il y a quand même un gap. Et lui, il était très fier que je sois avocate, il ne comprend pas que je fais des podcasts, et du coup, un podcast sur sa vie, ça le rend fier autrement, et je trouve que c'est encore plus touchant. Voilà, ma réponse était un peu longue, mais... c'était très beau. C'est très beau et du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter Mija. Oui, c'est ça Mija Podcast. S'écrit M-I-J-A, ça veut dire ma fille en espagnol. D'accord. Toi, Amanda, tes parents comprennent un peu ce que tu fais avec Sororasi ? Est-ce que tu leur as expliqué ce que tu faisais ? Ouais, j'ai expliqué surtout à ma mère qui s'intéresse parce qu'elle est vraiment féministe. Je pense que c'était c'est la figure qui m'inspire parce que c'est une vraie asio-féministe, je dirais. Même si elle a, de par la pression sociale et familiale, elle est quand même passée sous le mariage arrangé, mais après elle s'est sortie, elle est devenue indépendante aussi financièrement, économiquement et par rapport aussi au divorce. Donc j'en parle énormément avec ma mère parce qu'elle y voit beaucoup de belles choses en fait. Ça l'inspire, mais en même temps elle s'y reconnaît parce que tout ce que je lui dis c'est incroyable comme elle comprend en fait tout ce que je dis. Alors que je pensais que c'était des sujets qui la dépassaient, mais elle voit en fait peut-être parce que justement elle a vécu ce genre d'oppression quand tu es une femme asiatique, que tu dois suivre un peu ce que tes parents disent parce que tu es dans une famille un peu traditionnelle. Le fait d'être indépendante économiquement aussi, elle l'a connu à 45 ans. Et là, c'était vraiment senti libre. Donc, toutes ces questions de réfléchir sur qui on est, où est-ce qu'on veut aller, et en même temps être des personnes qui peuvent être aussi bien ambitieuses, mais en même temps respecter sa culture parce que tu es dans tout ça, en fait. Tu es dans cette société qui te demande aussi bien d'être ambitieuse, mais en même temps, tu es dans une société qui veut nier tes origines, alors que toi, c'est ce que tu connais, qui ont fait tes fondations. Donc, voilà, toute cette intersectionnalité, justement, elle le comprend énormément. D'accord. Et du coup, elle est fière, pardon. Oui. Du coup, elle est fière et enfin, quelle chance d'avoir. Quelle chance. Je sais pas si elle est fière, par contre, elle comprend grave le projet artistique, par exemple, sur la photo, où justement on met de la diversité de ces femmes asiatiques qui sont complètement invisibilisées. Dans quelle mesure t'es rattachée à l'Asie, Amanda ? Je pense que déjà, quand tu deviens maman, tu te poses clairement ces questions de transmission. Donc, moi, je me fais vraiment un sacerdoce de transmettre la langue khmer, parce que c'est une langue très rare et peu reconnue, disons, alors qu'elle est très belle à l'écriture et au son. Donc, j'écoute énormément de musique maintenant. J'ai vraiment ma playlist Khmer Song, tu vois. Et aussi par la nourriture, à travers ce que ma mère, elle fait. Je l'accompagne dans comment elle cuisine et comment elle fait. Et du coup, avec ma fille, j'essaie de transmettre ça. Et sinon, le lien que je peux avoir avec mes terres d'origine, c'était plutôt à 12 ans où j'ai fait un voyage dans le village natal de mes parents, à Battambang. Et en fait, là-bas, j'étais allée avec mes grands-parents et mes oncles et tantes. Ouais. Donc, il n'y avait pas mes parents. Et justement, on avait aidé et donné des fournitures, fait des donations à une école là-bas. Trop bien. Justement. Donc, c'était très intéressant de voir le fait que t'es différente là-bas parce qu'on ne te considère pas comme cambodgienne totalement. Tout à fait. Et parce que déjà, tu portes l'accent français, bizarrement, quand tu parles. Et voilà, de voir cela, c'était très intéressant de me voir très jeune parce que j'avais pas du tout conscience de cette différence. Et moi, je me sentais complètement cambodgienne parce que du coup, quand j'étais... Parce que quand t'es en France, tu te sens cambodgienne. Je me suis sentie parce que justement, c'est mes grands-parents qui m'ont élevée, qui parlent pas... qui parlait pas français. Ouais, donc en fait tu parles cambodgien depuis que t'es enfant, quoi. Ouais, bon, maintenant j'ai perdu clairement comme 80% des personnes, je pense. Mais ouais, je l'avais constaté comme ça. Donc la transmission via ma fille, via le voyage retour. Et j'aimerais bien, dans quelques temps, repartir pendant une longue période pour vivre avec ma fille là-bas et s'immerger totalement. Et pour rebondir sur le voyage, parce que j'avais pas pensé à ça, pourtant ça paraît évident quand tu me parles de lien avec l'Asie, je pense que c'est important d'y aller pour se rendre compte aussi de son lien, parce que je sais que moi la première fois que j'ai été en Chine et la première fois que j'ai été au Vietnam, qui sont mes deux origines maternelles et paternelles, j'ai réalisé que c'était une partie de mon identité en entendant la langue dans le pays. Parce que pour moi, c'était toujours chez moi, en fait, cette langue-là. Elle n'existait pas
ailleurs. Et quand j'ai entendu, tu descends de l'avion et t'entends les gens parler vietnamien, tu dis, mais on est à la maison. C'est incroyable. Ouais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et en Chine, c'était pareil parce que j'étais à Canton et mon père est cantonais, donc j'ai entendu le cantonais en descendant de l'avion. Et là, je me suis dit, mais c'est pareil, c'est la maison. Les gens qui parlaient, j'ai l'impression que c'était mes tontons et mes tatas, alors que c'est juste le pays qui parle cette langue. Et j'ai eu un choc mental, en fait, quand j'y suis allée la première fois. Et puis aujourd'hui, j'ai mon frère qui habite en Chine et mes parents qui habitent en Thaïlande, donc le lien est quand même assez fort. Mais moi aussi, je me suis rendu compte que j'étais asiatique quand j'étais en Asie. Parce que quand on me demandait d'où est-ce que je venais et que je disais que j'étais française, ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais non, t'es pas française. Regarde ton visage. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je leur ressemble. Et en fait, pour eux, je suis soit philippine, soit singapourienne, soit hongkongaise, soit cambodgienne aussi. Et c'est là que j'ai reconnecté, en fait, avec mon identité asiatique, que je n'avais pas du tout quand je vivais en France. Donc ouais, je comprends le fait de retourner, d'aller en Asie te fait comprendre que tu es asiatique et te reconnecter avec tes origines. Alors vous avez parlé de vos enfants. Comment vous vous organisez avec vos jobs, votre responsabilité de maman à créer et développer une communauté et un engagement sur vos projets? Moi qui n'ai pas d'enfant et qui n'ai pas de job, je trouve que c'est déjà difficile. Alors je me dis... Comment ils font ces gens-là? J'ai l'impression que je suis dépassée, alors que vous avez 1000 fois plus de trucs à faire que moi. J'aime bien la tournure de la question. J'adore. Je sais pas, c'est pas magique, mais je sais pas si tu veux répondre, et surtout, j'ai aussi des amis qui viennent d'avoir des enfants et qui... on ne dort plus. Et qui ont du mal en fait à jongler en fait avec cette nouvelle vie de maman. Moi ça me concerne pas parce que je suis pas maman, mais je trouve ça intéressant quand même. Moi à la base, quand j'ai créé Zoroazi, je me suis mis aucune pression. Je me suis dit je fais en fonction de mon humeur. Et j'ai toujours l'humeur à faire des stories. Mais sinon, aujourd'hui, comment je m'organise, je fais très tôt, je dors pas des masses en fait. Donc je fais très tôt ce que j'enregistre énormément, ce que je veux poster par la suite. Du coup, je balance mes stories assez tôt le matin. Après, je le fais au fil de l'eau toute la journée parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Et bien évidemment, je priorise ma fille quand j'ai des moments où je la récupère. Le peu de moments en fait qu'on passe avec eux parce qu'on est au travail. J'essaie de le prioriser et j'essaie de pas me connecter avec mon téléphone. Faut séparer les deux parce que je pense que des fois on n'apprécie pas le moment présent à être connecté tout le temps sur son téléphone. Et je pense que tu as aussi cet appel un peu à la solidarité et aux contributions, donc du coup avec les 15 femmes qui composent aujourd'hui Sororazi, qui fait que vous départagez un peu les tâches et que... Heureusement, et vraiment j'ai beaucoup de gratitude à me dire que je suis entourée de personnes qui sont solides et ancrées et qui ont également les mêmes expériences que je peux vivre, et c'est un soutien incroyable. On s'en rend pas compte, et du coup aujourd'hui on est une équipe, donc on se répartit. On tente toujours de mettre en place une organisation où on essaie de poster tous les jours, on essaie de se répartir les tâches, mais le temps que ça se mette en place, parce que ça s'est mis en place en février, et chaque mois on a une réunion où on discute de ce qu'on va faire sur le mois en cours. Et toi, Mélanie, comment tu jongles entre ta vie de maman, podcasteuse, t'as aussi ton job à côté? Oui, je t'avoue que c'est pas de tout repos. Mais pareil, je pense que comme Amanda, je me lève tôt. Forcément, on a des enfants en plutôt bas âge, donc eux se lèvent tôt, donc c'est pas forcé. Qui rythment votre réveil, votre vie. Moi, oui. Alors toi, je pourrais pas dire, mais mon réveil, clairement. J'aimerais me lever plus tôt pour faire des choses, mais je me lève tellement déjà tôt qu'en fait, je dors. Et donc moi, comment je m'organise, si c'est la question, j'ai mon job à plein temps toute la semaine qui est très très prenant, donc ça clairement pendant les journées de bureau, les heures de bureau en tout cas, je bosse. Le soir et le week-end je travaille sur le podcast ou c'est pendant les temps libres. Le soir
suis plus avec mon bébé. Et le week-end, j'essaye de travailler sur le podcast. Et clairement, je pense que le secret, c'est que j'ai peu de loisirs. Avant, je passais beaucoup de temps sur les séries, devant les séries. Et j'avoue que maintenant, plus du tout. Alors, j'ai pas non plus une vie de moine, mais j'ai moins de loisirs, je pense. Et mon loisir, c'est le podcast parce que je trouve que ça a du sens et que ça apporte quelque chose. Donc, ça me fait plaisir. Ouais, quand t'es passionné par ce que tu fais, tu vois même pas comme une charge. J'adore, en fait. J'adore ce que je fais. Et puis, depuis un mois, là, je suis accompagnée de Miley, donc, qui m'aide sur la communication. Et donc, ça m'aide vachement. Parce que, effectivement, sur les réseaux sociaux, il faut être présent, il faut être constant, il faut être régulier, etc. Donc ça aide, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas d'autres secrets. Merci. Est-ce que vous avez des modèles d'inspiration un peu qui vous ont accompagné dans votre vie, sur votre parcours ? Oui, moi j'ai mes figures grand-mère et mère, clairement, qui sont très asio-féministes et très indépendantes et très fortes. Par rapport à leurs conditions et à leur époque. Et sinon, en externe, j'ai en tête Grace Lee, pour moi, qui a vraiment ouvert la voie. Grace Lee qui a fait la couverture de Marie-Claire. Cette semaine. C'est top. Et du coup, vous pouvez aller l'acheter, le Marie-Claire, parce que c'est les collectors, honnêtement. C'est tellement rare. Je crois que c'est la première fois qu'il y a sur un magazine comme ça, grand public. C'est ça. J'ai l'impression, Grace Lee a fait un travail juste... incroyable et du coup il faut vraiment avoir de la gratitude parce que je pense qu'elle a ouvert la voie pour toute une génération de personnes. Et après il y a de nombreuses personnalités qui m'inspirent. Sophie Trem, je regarde souvent son feed parce qu'il y a de la good mood et c'est génial en fait pour prendre une dose de good vibe. Il y a aussi des comptes que je tiens à citer comme Kelsey Fung, Encore toi Kevin ou Alia Express qui eux m'ont challengé sur ma déconstruction pour qu'elle se fasse de manière plus rapide. Et je pense qu'il faut vraiment les suivre, ces personnes-là, parce qu'elles font un travail incroyable, artistiquement parlant, et bravo à elles. Donc déjà, en termes d'inspiration, j'ai toutes ces personnes en tête. Oui, je pense qu'il y en a pas mal de communes que j'ai, dont ma mère. Toi, t'as ta mère, mais moi, j'ai la mienne. Pourquoi Alors, pour tout, pour sa force de caractère, aussi très féministe, et je dirais féministe avant l'heure, même si on peut être féministe à toute heure, à toute époque, mais c'est vrai qu'avec leur génération, quand ma mère est arrivée en France dans les années 70, t'es dans une situation sociale, économique compliquée, et t'es en plus dans une culture qui est très patriarcale. Sa famille, c'est la femme qui fait les enfants, qui s'occupe du foyer, vraiment cette culture-là. Et ma mère n'était pas du tout comme ça. Mes parents se sont séparés, donc ma mère habite en Thaïlande avec mon beau-père, mon père habite en France avec ma belle-mère, et elle s'est séparée de lui, j'avais 2 ans, et c'est très rare de divorcer. C'était la seule de toute la famille à faire ça, et elle a tenu tête à toute la famille en disant c'est mon choix. Elle s'est fait mal voir par tout le monde, mais elle est féministe. Elle m'a toujours dit, moi, elle m'a élevée en me disant il faut que tu sois indépendante, financièrement, mentalement, psychologiquement. C'est le premier truc qu'elle m'a dit. Il faut que tu sois généreuse, il faut que tu sois bienveillante, il faut que tu penses à toi, il faut que tu penses aux autres. Elle m'a inculqué en fait toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que... Et je dis ça, je pense qu'elle serait très étonnée de m'entendre parce que j'ai toujours été une enfant rebelle qui dit non, je t'écouterai pas, pourquoi tu me dis ça, hein. Mais aujourd'hui, avec le recul, les mamans, elles ont toujours raison. Les mamans, elles ont raison. En fait, elle me disait, tu verras plus tard, tu comprendras ce que je dis. Je suis assez grande pour comprendre. En fait, j'étais vraiment... Ouais, le tu verras plus tard, on l'aimait pas. Hein. On était, mais qu'est-ce qu'elle me raconte et tout. Je suis assez intelligente, je comprends tout de suite. Juste, je suis pas d'accord. Mais en fait, elle avait raison et maintenant, je comprends. Et je suis d'accord avec elle. Et du coup, pour moi, c'est la première figure de femme et féministe, asio-féministe. Tu peux rajouter tous les adjectifs possibles. C'est en tout cas ton modèle d'inspiration. Oui, et après j'en ai d'autres évidemment, mais c'est... Grace Lee, je pense que beaucoup d'Asiatiques, elle est très visible et elle a ouvert la voie, elle était assez
Enfin, il y avait personne en fait avant elle qui s'exprimait. Et donc moi, la première fois que je l'ai entendu s'exprimer, c'était alors j'ai beaucoup de références de podcasts. Hein. Du coup, je suis beaucoup dans le podcast, mais c'était dans La Poudre avec Lorraine Bastide. Donc Grace Lee, Lorraine Bastide, Siam Djibril. Donc Lorraine Bastide qui est la fondatrice d'un studio de podcast Nouvelles Écoutes et qui a un podcast féministe La Poudre. Siam Djibril qui a un podcast aussi de femmes entrepreneurs Génération XX. Sophie Trem, bien sûr, et aussi Maïroa que je suis parce que je la trouve très sensible, je la trouve très généreuse, empathique, spirituelle. Ouais. Et puis c'est une artiste et puis c'est voilà une femme forte et c'est avec elle en fait avec ses vidéos. Donc Maïroa qui est color designer et aussi réalisatrice de vidéos. Elle a réalisé Les Rivières qui est sorti en 2020. Ouais, qui était très fort. Je l'avais vu au premier confinement et je suis retournée voir le film au festival ici Vietnam et ça m'a toujours fait le même effet. Je pense que ça me fera toujours le même effet d'être prise par l'énergie de ce film et la sensibilité qu'elle a voulu retranscrire, enfin peut-être malgré elle, mais en tout cas c'est très puissant. C'est un très très beau très beau film documentaire de Maïroa. Et donc elle m'inspire beaucoup surtout sur sa sensibilité en fait. Quand tu regardes ses vidéos, tu n'as pas besoin d'explications, tu comprends les émotions. Et il y a une vidéo d'elle, et après j'arrête là parce qu'on a beaucoup parlé déjà. Mais je sais que c'était il y a des années quand elle avait juste un blog Super by Timai, et elle avait fait une vidéo de sa grand-mère. Parce que j'ai l'impression qu'elle a toujours été connectée à sa culture vietnamienne. Elle a toujours été connectée à sa culture vietnamienne, alors que moi, je n'étais pas forcément, même à cette époque. Et elle avait fait une vidéo de sa grand-mère, je sais pas, c'était une fête, soit le Nouvel An lunaire, soit un anniversaire quelconque. Et elle filmait sa grand-mère, tu sais, dans une maison avec décoration à l'asiatique, c'est-à-dire un peu un bazar un peu partout, mais des couleurs très flashy, voilà, plein de choses comme ça. Et moi, j'avais la même chose chez ma grand-mère, chez mon père. Et je trouvais ça moche. Enfin, j'avais un peu honte j'ai l'impression que c'était un peu blédard. Et elle présentait ça dans sa vidéo. C'est tellement beau, j'adore voir ma grand-mère dans ses habits, elle se sent si belle. Alors qu'elle était habillée clairement dans des habits de marché, hein, pas particulièrement beaux, et que moi, j'aurais pas aimé sortir avec quelqu'un qui était habillé comme ça. Et en fait, je me suis dit, son regard change tout. Et donc, elle m'a fait aimer ma famille, presque. Elle m'a fait apprécier, en fait, ma famille et ma culture. Et dernièrement, nous, on a organisé un live sur Instagram avec elle. Et c'est incroyable, la sensibilité. Et elle m'a fait comprendre, je pense, quelque chose par rapport à la création de Sororasi. C'est qu'en fait, je voulais guérir quelque chose. Tu vois, elle parlait justement de l'initiative de faire ce type de compte. C'est pour guérir, pour penser peut-être des blessures. Et je trouvais ça très fort, en fait, de l'avoir capté. Parce qu'on aborde tellement de choses qu'on s'en rend pas compte comme tu es dans le feu de l'action. Et là, de le dire et d'analyser ça de cette manière, je trouvais ça très pertinent et très sensible. Hein. Je pense qu'elle est connectée à ses émotions et elle arrive aussi à transmettre ces émotions-là. Et je pense qu'on se rend compte souvent des raisons des choses qu'on fait après les avoir faites. Ouais, tout à fait. Ça vient après, en fait. Je crois que c'est Steve Jobs qui disait connecting the dots. En fait, tu mets des points un peu partout dans ta vie et à la fin, tu connectes les points. Bon, pardon, je parle avec toujours des références particulières. Depuis vos initiatives, est-ce que vous trouvez que le regard des gens a changé au niveau de la diversité en France, notamment asiatique ? Comme tu évoques les deux, donc la diversité en général et notamment asiatique, j'aimerais bien parler de Melting Pot un petit peu parce que c'est la diversité culturelle de manière générale. Et donc Melting Pot qui est un podcast d'interview mais de personnes de double culture, quelle que soit leur double culture. Je trouve que ça a changé le regard sur l'immigration. Parce qu'on en parlait toujours de manière négative, péjorative, les jeunes de banlieue, ces gens perdus qui brûlent des voitures, ou alors quand il y a des délinquants, oh là là, c'est toujours les mêmes, c'est les noirs, les arabes, machin. Donc on parlait de l'immigration que comme ça. En tout cas, surtout dans les médias grand public. Et ce genre d'initiative, Melting Pot en était une, mais il y en a plein d'autres maintenant, fait en sorte que maintenant on voit les talents, les parcours, les personnalités, et que même la communauté elle-même ne parle pas de victimisation et de ce sujet-là, mais parle de leur culture en se l'appropriant, en se la réappropriant du coup. Donc c'est
non seulement interne à la communauté, et en plus externe, parce que le regard extérieur se dit « Ah ben, tiens, ces personnes qui sont pas des personnes extérieures, parce qu'on est des Français, on peut parler d'elles autrement, parce qu'ils sont artistes. Si on pense au magazine Koi, il met en avant des artistes, voilà, des journalistes, etc. Mais on met pas en avant le fait qu'ils ont cette culture et qu'ils sont délinquants ou que des préjugés négatifs. Oui, donc, on met en valeur la richesse de chacun, en fait. C'est ça. Ça paraît bête, mais c'était pas fait. Et avec Asiatitude, ben, c'est un peu le même concept, enfin le même principe, mais pour la communauté asiatique, du coup. Et je pense que oui, ça l'a fait voir d'une autre façon, parce qu'on a ce mythe de la minorité modèle, discrète, docile, etc. Qui fait pas de bruit. Qui fait pas de bruit. Et juste le fait de prendre la parole, même pas pour crier, hein, juste pour parler, pour dire qui on est, ça donne une image plus juste. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais sur ta question de est-ce que le regard a changé sur les personnes asiatiques, bah, avec Asiatitude, grâce notamment à l'épisode sur le racisme anti-asiatique, il y a des personnes asiatiques qui ont répondu, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes aussi non asiatiques qui ont dit voilà, moi je ne savais pas, je me rendais pas compte. Il y a des personnes qui n'ont pas eu forcément d'actes racistes et qui se sont dit bah c'est bien, comme ça je suis plus éduquée, mais il y a des personnes qui ont eu ce type d'actes racistes du style Shintok, ou bon, Shintok non, c'est tu le sais quand tu dis Shintok que c'est pas normal. Les remarques du style tu me fais des nems, tu sais faire les nems, etc., qui sont très redondantes. C'est comme on mange un couscous pour quelqu'un qui est marocain par exemple. Ils pensent pas, la plupart des gens ne pensent pas à mal. Et les personnes donc blanches qui m'ont répondu en disant il y a plein de choses que je dis et franchement j'ai honte, je vais arrêter, ça fait changer le regard des gens, je pense. C'est des petites victoires en fait. C'est ça. Ouais. Et je pense que avant, donc c'est moi en tout cas avant mon compte, je sais qu'il y a des pionniers qui ont pas mal partagé de tribunes. Il y a une vidéo ultra virale qui a changé aussi et qui a visibilisé les Asiatiques. Tu sais, c'est Asiatique de France. Donc la vidéo, elle a explosé en termes d'audimat. Il y a Lilan Dao qui prend énormément la parole et de manière très professionnelle, puisque du coup c'est son métier. Il y a la JCF aussi qui sensibilise. Je pense qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait. Et par contre, avec Sororasi, je pense que c'était le bon timing. Les gens étaient prêts en fait à visibiliser encore plus sur les réseaux sociaux. Je pense que l'utilité de Sororasi, c'était de montrer une sorte de sororité. Par exemple, si que tu aies un tout petit projet ou que tu sois connu, moi je vais essayer de mettre en avant ceux qui ont un petit projet, parce que moi justement j'étais dans ce cas. Le fait de vouloir réunir des gens, c'était un tout petit projet en avril, et c'est grâce aux gens comme Mélanie, grâce à d'autres personnes qui ont republié, qui en ont parlé aussi, que ça s'est fait. Donc c'est limite rendre l'appareil. Et je pense que ça a juste lier des gens, ça a juste connecté des gens. Et là, on va tenter aussi, avec cette exposition photo, de changer le regard que peuvent porter les Asiatiques sur eux-mêmes, parce que moi, je le fais pour guérir aussi ces personnes-là. Il y a tellement de personnes qui ont participé à ce projet en disant qu'ils avaient un problème avec leur propre image, parce que la société ne les représentait absolument pas. Donc avec ce projet, il a vraiment une finalité de guérir plein de gens, mais aussi de montrer qu'on est très singulier, qu'on est très divers, on est très... on a notre propre singularité, et c'était de la représenter de manière photographique, avec un film, avec un podcast, et aussi avec du graphisme, avec des dessins et tout. Donc ça, on lance la campagne de financement du coup cette semaine. Super, bravo. Ouais, c'est très angoissant, mais ça va marcher. Mais c'est excitant en même temps, ouais. Et ça va être très puissant, je pense, cette exposition photo, audio, vidéo. On fait tout ensemble pour ce projet-là, qui réunit plus de 150 femmes. Ouais. Bravo en tout cas. On invite les auditeurs et les auditrices à suivre le projet de lancement de la campagne de financement, c'est ça ? Ouais, soutenez. Oui. Et au moins, si vous pouvez pas, et ça on le comprend, mais soutenir financièrement, au moins le visibiliser en partageant en story. C'est ça, en partageant. Ça serait vraiment trop cool. Juste le partager, ça nous donne beaucoup aussi de visibilité et de soutien. Et il y aura des épisodes sur ce sujet, sur Asiatitude. Alors, Banmi, c'est le nom du podcast. Pour vous, c'est quoi le parfait banh mi, Mélanie ? Dans le parfait banh mi, je pense que c'est le banh mi classique. C'est-à-dire du pain croustillant, une baguette entière,
du croustillant, du coup, que tu vas sûrement acheter dans le 13e. T'as des tranches de porc comme ça. Mais on t'a pas demandé la recette. Hein. Ah, pardon. On t'a dit qu'est-ce qui fait que... Ah, qu'est-ce qui fait le parfait banh mi La du passion. Coup, sans la recette, qui est les ingrédients classiques. Sans plus, sans moins. Que tu le manges avec des amis ou la famille. La famille, la famille ou des amis. Asiatique, c'est mieux, mais sinon, si tu le partages avec des personnes qui connaissent pas et qui peuvent apprécier, c'est pas mal. Donc pas tout seul devant ta télé. Ouais, c'est triste un banh mi tout seul. Bah hein. ouais. Mais bon, parfois, t'as pas le choix. Enfin, c'est le sandwich que tu veux prendre en Ça cours fait de du bien route. quand même. Oui, ça fait du bien quand même. Ouais. Et toi, Amanda, c'est quoi ton parfait banh mi? Alors, moi, c'est déjà, il est tiède, il est croustillant, il y a des légumes frais, tu vois, des bonnes carottes là. Bien croquantes. Et effectivement, tu le manges sur un tapis, tu vois. Sur un tapis à Vincennes, sur la J'allais pagode. dire ça. Mais bien sûr. Et t'as ta famille et tout avec. Et à côté Pendant de le ça, tu Nouvel An rajoutes... khmer Bah, peut-être, why not? Avec du bœuf à la citronnelle? On est d'accord. On est d'accord, ok. Non, mais en fait, moi, j'ai deux cultures. J'ai la culture du banh mi, parce qu'en fait, mes parents sont vietnamiens d'origine, mais ils sont nés, ils ont grandi au Cambodge. Donc, j'ai la culture du banh mi, comme on le connaît, voilà, avec les tranches voilà, de chalo, etc., de la mayonnaise et tout ça. Et t'as aussi le banh mi cambodgien, qui est le banh mi avec souvent du bœuf citronnelle en grillade au barbecue. Tellement bon. Ah, tu salives toi mais aussi? non, mais moi, je mange le banh mi. salive, là. Non, mais moi, je mange le banh mi et je mange les brochettes à côté, Oui, voilà. tu vois. Non, mais... Et tout ça, je le coupe avec une canette de soja. De lait de soja. De lait de soja. Ouais. Ça me manque... Moi, je le mangerais devant une parade du Nouvel An, quand même. Parade du Nouvel An. Bah, en fait, non, mais j'ai toi, toujours t'es dans mangé le comme cliché. Pardon d'être dans le cliché, mais Je suis déjà devant la pagode, moi. Toi, t'es devant moi, le lion, je suis devant la pagode de Vincennes, là, Ouais, je suis avec dans la pelouse. les odeurs de grillade, de barbecue. Je comprends. Et tu sais que je l'ai déjà fait aussi. ça, vendre des brochettes. C'est vrai. Mais peut-être qu'on s'est croisés. Citronnelle. Mais oui. Les personnes voulaient d'eux parce que c'était pas très ragoûtant. Tu sais, les brochettes citronnelles, elles doivent être un peu caramélisées, Oui, un peu c'est ça. orangées. Ouais, Et moi, elles étaient plus brunes. Ah. Et du coup, bah, les Ça gens donnait pas qui se envie. connaissent... Non, et Quelle j'avais fait, laisse tomber discrimination. comment j'avais travaillé pour faire les brochettes. Gros cliché aussi. Non, mais moi, j'avais vendu des banh mi sur le bord de la route, devant oui. Devant la parade. Ah bah Mmh. voilà, pour ça c'est que pas pour un moi, cliché. Non, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché, c'est vraiment le vécu à Ouais. 14 ans, quoi. D'accord. J'adore. Mais oui, bah, j'ai hâte qu'on fasse une grosse fête Ah ouais. et qu'on ramène tous nos recettes de banh mi et que ce soit une banh mi de festival. Mais d'ailleurs, C'était un concept, je crois. peut-être que le 17, pour le Nouvel An, à la fin du Nouvel An chinois Thaï et Lao, peut-être que le 17 avril, on va faire un événement Sororasi. Trop bien. Tu vas nous en dire plus. Hein. Le 17 avril, c'est dans pas longtemps en Ouais. plus. Bah ouais. Ça s'approche. Ouais, Mais tu sais, c'est comme l'expérience photo. Il me manquait énormément de choses, 2 semaines et même 1 semaine avant. Même la veille. Ouais, la veille en fait. Et je te jure, bah, il y a aussi des photographes qui s'étaient désistés, mais c'est bon, on le fait après, tu vois. Ouais. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça le C'est message ça. de ce Quand podcast. on est passionné et quand on le veut, tout est possible. Ok, en parlant de nourriture, c'est quoi le plat qui vous représente le plus et que vous voudriez faire découvrir aux auditeurs, auditrices? Un plat familial, un espèce de comfort food. Ouais. Bah moi j'aime bien le hammock tray, c'est dans une feuille de bananier, tu sais, t'as du lait de coco, t'as le poisson et c'est tellement bon, c'est doux et en même temps c'est très joli à voir quand tu le manges. Et ça c'est une recette typique c'est très cambodgienne. délicat, Ouais. je trouve. Tu vois, genre même visuellement, c'est elle est posée dans sa feuille de bananier, tu l'ouvres. Tellement bon, Ouais, c'est tout doux. ouais. Et toi, Mélanie? Et moi, ce serait les ban quan, Ah ouais. coup vietnamiens. Même si j'aurais bien aimé trouver un plat qui est vietnamien et chinois, mais j'ai pas réussi. Ouais, ban kung, c'est trop bon aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois pas lourd, tu vois, c'est assez léger. Tu peux le manger soit de la façon traditionnelle, c'est-à-dire avec du haché à l'intérieur, au-dessus des lamelles d'oignons confits, Ouais, avec des lamelles aussi de yo, comme je dis. Ouais. Alors, je sais pas si... Tialo. Oui, Ouais. c'est de la mortadelle Voilà. vietnamienne. Voilà, j'ai pas la traduction en français. Et bien sûr du nok mam. Ouais, Et de t'as poisson. la version aussi avec du tofu, comme ça, ok. tu connais. Ouais, Ouais, ouais. j'avais jamais vu version tofu. Bah, c'est la même chose, sauf Ouais. que c'est du tofu haché au lieu de la viande. Et D'accord. du coup, tout le monde
vegan, végétariens peuvent en manger. Et ça, c'est cool. D'accord. Et recettes, pas végétarienne hein, pour le coup, mais salade de papaye, ça c'est tellement mixé en fait, il y a plein de recettes différentes. Et moi, celle que j'aime vraiment, c'est avec le crabe amer. C'est trop bon. C'est trop ça, bon. c'est un truc qui accompagne tellement bien avec le riz et tout le reste en fait, tous les autres plats. Et le dessert, durian mangue sur une assiette de tapioca. Durian et mangue en même temps. Ah, c'est détonnant. Moi, entre la douceur et le truc qui arrache. Alors, normalement, c'est durian avec tapioca et lait de coco. Ok. Ou alors, la même chose, le même dessert, mais mangue. Oui, voilà. Je me disais bien, parce que les deux en même temps, c'est... Oui. Et moi, le dessert, ce serait, tu sais, gingembre... En fait, c'est du tofu. Tofu, gingembre, sirop gingembre. Oui, c'est tellement bon pour terminer, parce que c'est chaud. Ouais, c'est chaud, ça colle un peu aux dents. Et moi, ça colle pas trop aux dents, ça rend direct, en fait. Tu sais, c'est du tofu. C'est chinois, par contre. Ah oui, je l'ai. D'accord, ok. Je confondais avec quelque chose d'autre, mais je l'ai. C'est très mou et c'est exactement. Et c'est du sirop de gingembre. En fait, c'est du sirop de canne, si les gens veulent le faire. C'est sirop de canne, avec sucre du de canne, gingembre infusé dedans. Exactement. C'est ça. C'est tout simple. Ok. J'ai trouvé un plat chinois et vietnamien. C'est quoi? C'est la soupe de riz. Potage. Tu as un nom différent en chinois et en vietnamien. C'est pas bas. Le ciao. D'ailleurs, un épisode de Melting Pot et Miley qui est là aujourd'hui qui en parle. C'est une soupe vietnamienne ou chinoise parce qu'il y a un peu l'équivalent. Et en anglais, on dit ça congee. Congee, c'est ça. Ouais, soupe de riz. Et dedans, tu mets ce que tu veux, mais à la base, c'est vraiment du riz, de l'eau chaude. Et après, des aromates, de la viande ou pas. Et tu moi, pour moi, c'était synonyme de quand j'étais malade. Ah ouais, tu sais, genre quand t'es malade, que tu vois, enfin, tu sais, genre tout de suite, t'as l'odeur de la baume du tigre. Et l'odeur de la soupe. L'odeur de la soupe. C'est tellement réconfortant. Et c'est drôle, dans Very Bad Trip, rien à voir, mais ils appellent un des mecs, toi t'es un chao, parce qu'un chao, ça sert à R, tu vois. C'est un potage qui a pas de goût. Et je trouvais ça tellement drôle quand ils l'ont sorti. Ils appellent un gros loser, ils ont fait mais toi t'es un chao, c'est le père là qui nomme son beau-fils ou autre. Ouais, ça sert à rien quoi. Je ne connaissais pas cette expression. Non mais ils disent que ça sert à rien, mais ça sert parce que quand t'es malade tu manges ça, t'es content. Donc on déconstruit cette image là de ça sert à... Ok, alors quel ingrédient pourrait sublimer votre baguette? Et quand je parle de baguette, vous pouvez remplacer ce mot par ce que vous voulez. La société, le futur, quel ingrédient il manque en fait pour vous en 2021 par exemple? Il manque beaucoup d'éducation et sur la déconstruction. S'il y avait des modules sur l'éducation et la déconstruction justement, si on intégrait dans notre éducation toutes ces questions de déconstruction, je pense que ça irait plus vite, la société elle irait mieux. Et moi je dirais alors, ce mot est pas toujours le plus approprié, mais la diversité dans les médias et partout en fait, parce que la diversité elle existe dans la société. Et donc si je reprends ton mot baguette et que je dirais dans les médias, dans les représentations, ce qui rendrait ça mieux, c'est d'avoir une plus juste représentation de tout ce qui compose les personnes, et donc plus de diversité partout, donc que ce soit des Asiatiques, pas des Asiatiques, même parmi les Asiatiques. Ouais. Et moi je rajouterais, c'est pas seulement une salade de diversité qu'on veut voir à l'écran, mais c'est aussi derrière la caméra, c'est à tous les dans niveaux les en fait. Cette diversité, que c'est un mot un petit peu aujourd'hui galvaudé, mais de l'avoir, les personnes qui représentent le sujet dont ils parlent, ce serait bien de les avoir aussi derrière la caméra. Merci Amanda et Mélanie. Merci à toi. On va finir par une musique qui vous donne la pêche. Oh. Et ben moi c'est Sedai Sana de comment il s'appelle, c'est dans ma playlist mais j'adore trop, je te donnerai la référence. Ouais, mais parce que je me suis dit ah là là, comment je vais faire pour trouver sur YouTube. et sinon il y a une musique qui est trop bien, c'est Salavan. Et c'est un mélange, ça me fait trop penser à des sons Kanri sur du coup de la langue khmer, et c'est vraiment trop bien fait, ça t'ambiance grave en fait. D'accord. Et toi Mélanie? Alors moi j'avoue que c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps d'écouter de la musique en ce moment.
Je sais que Thérèse Sarayat a fait une playlist de musique avec que des artistes asiatiques. Thérèse que j'ai reçue dans l'épisode 2. Oui, tout à fait. Tu vois, je t'ai fait une référence. Et d'ailleurs, ces musiques, je trouve, sont hyper entraînantes. Donc, je dirais ça. Mais c'est vrai que la playlist de Thérèse, alors. Bah, merci les filles. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans Banmi Podcast. Je vous souhaite beaucoup de belles choses en 2021, notamment avec le lancement de la campagne de financement Sororasi pour votre projet d'expo. Plein de podcasts avec plein d'épisodes avec le podcast Asiatitude, et j'espère faire de nouveau des épisodes avec vous ou faire des événements avec vous, notamment le festival Banmi. Ça serait trop bien le concept. Avec des Banmi mais oui, avec des déguisés en Banmi. Mais oui. Total Banmi. Mascotte Banmi. J'adore. Et voilà, et vous représentez très bien cet épisode que je voulais dédier aux femmes inspirantes. Et merci pour tout ça. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci. En tout cas, tu nous as honorés avec toutes tes questions. C'était très sympathique, et continue vraiment avec ces épisodes, avec tout simplement de nous faire rencontrer et nous inspirer avec toutes les personnalités. Et surtout, ton énergie, on la ressent énormément dans ta voix quand tu fais des podcasts. Donc, go, go, go. Ouais, et merci beaucoup pour ce moment. Moi aussi, j'ai trouvé ça très agréable. On a appris plein de choses, on a échangé sur plein de choses. On a salivé aussi. Ouais. Et ça y est, on débriefe déjà. Je pense qu'on se recroisera pas mal ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Merci Mélanie, merci Amanda. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes, et à bientôt pour les prochains épisodes. Ke